Eh bien, merci Madame Perrin. Donc, Nadège Manger-Vernier. Donc, je suis responsable territoriale pour l'ANFA, pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ANFA, tout d'abord, donc signifie Association nationale pour la formation automobile. Nous sommes mandatés par la branche professionnelle des services de l'automobile à mettre en œuvre les dispositifs de formation qui concernent la formation initiale. De fait, l'ANFA a 3 objectifs. Le premier, c'est de pérenniser les emplois au sein des entreprises de la branche des services de l'automobile. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner les acteurs face aux évolutions. Et enfin, le dernier objectif, c'est de promouvoir nos métiers. Alors, les activités concernant l'ANFA, je vais donc développer la map que vous avez devant vous. Donc, l'ANFA, nous avons, on va dire, 4 typologies d'activités au niveau des véhicules. C'est à la fois l'automobile, le camion, la moto et les vélos. Cela donc concerne environ 100 métiers qui sont répartis dans 4 familles de métiers différents. La partie maintenance, la partie carrosserie, la partie commerce et enfin les services. Alors, juste Madame Perrin, je voulais peut-être agrandir parce que je ne sais pas si c'est lisible pour les personnes qui participent au webinaire. Est-ce que c'est suffisamment zoomé pour avoir une lecture? Grand écran, donc je vois bien, c'est un peu triché. Vous pouvez mettre un commentaire dans le chat si vous voyez pas très bien. Moi, je trouve qu'on voit bien. Oui, ça va. Bon, merci. Donc, j'en étais donc à nos familles de métiers. Donc, par rapport à ces troubles, vous pouvez constater tous les différents métiers que nous ciblons. Et ensuite, au niveau entreprise, que vous ayez une idée, la branche professionnelle, tout secteur confondu, représente 170 000 entreprises. Une des caractéristiques de la branche, c'est surtout, je dirais, la typologie des entreprises fait que 96% d'entre elles embauchent moins de 11 salariés. Donc, on est vraiment sur des petites structures. Nous avons 421 000 salariés. Au niveau de la région, c'est 7 579 entreprises pour 18 645 salariés. La thématique étant le cycle aujourd'hui, je vais vous donner des données donc au niveau national sur la partie commerce et réparation du cycle. C'est 1333 entreprises pour 2616 salariés. Et en région, eh bien, nous avons, je suis allée trop vite, nous avons 79 entreprises pour 133 salariés. Une des caractéristiques de la partie commerce et réparation du cycle dans notre branche, c'est que les salariés sont en moyenne plus jeunes dans ce secteur-là, puisque la moyenne d'âge est de 37 ans. Alors, le contexte par rapport au cycle, en 2022, donc c'est 2,6 millions de cycles neufs qui ont été vendus, dont plus de 738 000 pour des vélos à assistance électrique. Et ce qui explique, je dirais, cet engouement de marché, c'est qu'il est lié à des effets politiques publics qui visent un développement et un usage du vélo plus important. Donc, cela peut passer par le plan vélo dans le cadre de la loi d'orientation et des mobilités et les différentes aides qui existent aujourd'hui pour acquérir un vélo et les aides à la mobilité. Alors, quels sont les acteurs pour nous, branches? Et quand je dis acteurs, alors déjà entreprises sur la partie cycle. Donc, il est important de cibler que nos entreprises appartenant à la branche des services de l'automobile répondent à 2 codes APE. Soit le 4765Z qui concerne le commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé, et le second, le 9529Z qui est la réparation d'autres biens personnels et domestiques. Donc à ce stade, il est important que vous compreniez que des structures liées au commerce, je vais penser notamment du Décathlon à Intersport. Ces entreprises, elles, font partie du commerce, donc ne sont pas affiliées à la branche des services de l'automobile. Donc, nos acteurs en termes d'entreprise sont des réparateurs avec des ateliers, des détaillants spécialistes indépendants
ayant un magasin avec en connexe un atelier qui n'ont pas ou peu de salariés. Et nous avons aussi des détaillants spécialistes adhérents, eux, à une enseigne, à un réseau qui peut être comme Culture Vélo ou encore Cyclable et qui ont également la modalité d'avoir un atelier et un commerce, un magasin, pardon. Et nous avons également des acteurs de la mobilité. Je pense par exemple à Asmovengo, qui est l'opérateur le plus important au niveau du réseau vélo libre-service, puisque c'est eux qui ont la partie Vélib, par exemple, sur Paris, mais aussi sur environ plus de 60 communes et métropoles. Et il existe également Vélogique, qui sont des réseaux experts de la maintenance cycle. Je vous ai dit au préalable, 1333 entreprises en 2023 qui se répartissent donc de la façon suivante. 46% des entreprises n'ont pas de salariés, 51% ont entre 1 et 10 salariés. Et enfin, sur l'ensemble des 1333, seulement 32 entreprises auront plus de 11 salariés. Dans la partie donc des magasins cycles ou détaillants, dans nos acteurs, alors le constat est qu'ils distribuent 21% des volumes vendus au niveau du cycle, alors on pourrait dire presque seulement, mais réalisent 58% du chiffre d'affaires du secteur. Vous voyez, par rapport à ce premier schéma, le marché du cycle par canal de distribution est en volume, donc 66% donc de ce canal de distribution se fait par le biais multisport, donc la partie commerce que je vous ai détaillée. Et ensuite, 21% sont nos détaillants. Et vous voyez qu'il reste des faibles parts, comme 8% pour la partie grande surface ou encore 5% sur la plateforme Internet. Mais si on prend ce marché en valeur, eh bien la tendance s'inverse, puisque là, 58% du marché en valeur se fait par nos détaillants et 31% par la partie multisport. Donc, ce qui signifie que nos entreprises de la branche ont vraiment, on va dire, une spécialisation et un positionnement sur un segment de haute technicité par rapport à cette partie cycle. Alors, sur la partie diversification du vélo, nous avons aujourd'hui une diversification tant sur l'usage, puisqu'aujourd'hui, le vélo sert à la fois à la mobilité, au loisir, au vélo sportif, mais aussi une clientèle différente entre la partie entreprise aujourd'hui ou voire des collectivités, sur la partie technologique, puisque certes nous avons des vélos électriques, hydrauliques, des matériaux ultra légers, et encore les acteurs, puisqu'aujourd'hui des centres auto, comme Noroto par exemple, se mettent à vendre des vélos à assistance électrique ou encore des loueurs. La branche des services de l'automobile a un répertoire national qui permet d'avoir les qualifications de la branche. Je vous ai dit 100 métiers au préambule, donc nous avons ce répertoire qui identifie l'ensemble des qualifications. Et pour la partie du commerce et réparation cycle, 6 qualifications à aujourd'hui existent. Donc il y a la qualification du mécanicien cycle, il y a le mécanicien spécialiste cycle, le conseiller technique cycle, le conseiller technique expert cycle et le chef d'atelier et ainsi que le gestionnaire de magasin. Une des spécificités de la branche des services de l'automobile est que derrière chaque qualification, nous avons créé, la NFA a créé des certifications. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. La partie certification de branche, donc qui est déployée aujourd'hui, donc en région, nous avons le titre à finalité professionnelle mécanicien cycle qui répond donc à la qualification du mécanicien cycle. Cette certification, donc titre à finalité professionnelle, est inscrite sur le répertoire national donc du RNCP. Ce qui permet donc ce titre à finalité professionnelle d'être éligible en apprentissage. Le public peut également être un public demandeur d'emploi. Nous avons des blocs de compétences par rapport à cette certification qui sont au nombre de 2. Nous avons ce qui concerne la préparation et l'assemblage du cycle
avec comme éléments et compétences vus dans ce bloc de compétences, on contrôle à la réception du cycle, par exemple, c'est assembler les différents éléments du cycle, puisque l'idée de ce bloc de compétences, c'est que la personne reçoit le vélo, on va dire, en kit, démonté, il a juste le cadre et il doit apposer l'ensemble des éléments pour que le cycle puisse être vraiment bien monté. Donc, il y a l'assemblage des différents éléments du cycle, donc à la fois sur les jeux de direction, de fourche, de transmission, les systèmes de freinage, les éléments de roue. Et puis, nous avons aussi l'intervention après cycle, puisqu'une fois que le cycle est monté, il y a l'usage par la personne. Et donc ensuite, le cycle a une problématique ou doit être révisé. Donc, le mécanicien va réceptionner à la fois le cycle ainsi que le client pour prendre toutes les informations nécessaires et qu'il puisse identifier des dysfonctionnements. Il va également contrôler le cycle, effectuer des remplacements de pièces. Pour la partie, je dirais, plus contractuelle entre client et le magasin, établir évidemment un ordre de réparation et réaliser toutes les opérations qui sont nécessaires à l'entretien de ce cycle. Et est inclus également dans ce bloc de compétences la partie vélo assistance électrique. Donc cette certification du mécanicien cycle se base sur une durée de 400 heures et en termes de prérequis, nous n'identifions pas de prérequis spécifiques, c'est-à-dire que des jeunes sortant de troisième peuvent tout à fait intégrer cette certification s'ils le souhaitent. Comme nous sommes sur la partie régionale, à aujourd'hui, donc dans la région Bourgogne-Franche-Comté, 2 établissements proposent cette certification. Le CFA automobile basé donc à Mâcon qui propose cette certification dans le cadre de l'apprentissage. Et il y a également l'école des métiers qui est basée à Longwy qui propose cette certification en apprentissage et qui a également eu des enveloppes budgétaires avec Pôle emploi pour réaliser une formation pour un groupe. Alors, ce qui est déployé... Pardon, j'ai une question. Du coup, vu qu'elle est au RNCP, la VAE, c'est possible? Oui. Cool. Nous le verrons après. Tout à fait. Désolée, je voulais pas spoiler. Non, aucun souci, on est là pour échanger. Au niveau national, donc en déploiement des certifications, il y a également le conseiller technique cycle, donc qui a pour base les 2 blocs de compétences que nous avons vus en mécanicien cycle, vous voyez, par la partie préparation et assemblage et la partie intervention après cycle. Là, nous aurons pour la partie organisation et intervention après vente du cycle que 2 compétences qui viennent s'ajouter à la partie intervention, qui est donc la partie organisationnelle. Donc, sur la partie, de réaliser des opérations d'entretien courant, de contrôle VAE. Et les blocs de compétences nouvelles par rapport à cette certification, c'est la partie vente de cycle et produits du cycle. Où là, nous allons voir comment on accueille le client, on l'écoute, on fait émerger un besoin, on rédige une fiche produit, on sait aussi aménager l'espace de vente et on contribue à la gestion de stock. Et le dernier bloc de compétences concernant cette certification concerne le montage de vélos personnalisés, où là, on est en lien avec une étude posturale. On sait reporter des mesures, on sait du coup choisir un cadre, une fourche. Voilà les spécificités par rapport à cette certification. Donc à ce jour, elle n'est pas encore déployée en région Bourgogne-Franche-Comté, mais des projets sont en étude. Les effectifs en formation, donc justement sur la partie, donc là vous voyez sur ce schéma, la partie mécanicien cycle et ensuite conseiller technique cycle. Donc depuis 2020, vous pouvez voir la courbe qui est en très forte croissance, puisque comme je l'ai expliqué au préalable, c'est à la fois lié déjà à un post-Covid, bien sûr, mais aussi aux injonctions politiques et environnementales qui sont arrivées par les différentes aides. Donc depuis 2020, nos effectifs ont été multipliés par 3,5, puisque de 249, nous sommes passés à 888 effectifs, donc dans les 2 certifications de mécanicien cycle, et du conseiller technique cycle.
Pour la partie des personnes présentées en examen, donc là, vous avez le schéma et du coup la réponse, notamment un Perrin par rapport à votre question de VAE, puisque sur ces schémas-là, vous voyez que en bleu foncé, c'est le mécanicien cycle qui s'est réalisé en alternance. En bleu plus clair, c'est le mécanicien cycle lié au marché des demandeurs d'emploi ou voire des PEC. Et le plus clair du bleu encore, donc c'est le mécanicien cycle qui là s'est fait soit en formation continue par le biais de VAE. Et en jaune, vous avez la deuxième certification que je vous ai présentée, le conseiller technique cycle. Donc, dans le cadre du mécanicien cycle, eh bien, en apprentissage, vous constatez que également les effectifs se sont développés puisqu'on a eu plus de 40% de personnes présentées dans le cadre de cette certification depuis 2020. En 2023, nous arrivons à 246 alternants qui ont passé cette certification. Pour le public DE, je dirais que c'est plutôt stable depuis 2021, c'est environ 160 personnes par an. Et pour le public qui présente cette certification dans le cadre d'une VAE, eh bien là, depuis 2021, on a presque triplé également le nombre de personnes présentant cette certification par cette modalité-là, puisqu'on est à 113 personnes pour 2023. Pour le conseiller technique cycle, eh bien là, les effectifs ont plus que doublé également depuis 2020. Alors, le niveau d'entrée, comme je vous ai dit qu'il n'y avait pas de prérequis dans le cadre de nos référentiels pour cette formation, nous avons fait une étude pour savoir, en tout cas, de quoi étaient dotées les personnes avant leur entrée en formation dans ces certifications. Donc, pour le mécanicien cycle, vous pouvez constater qu'à 31%, les personnes ont obtenu une licence, voire un master. À 27% des bacs, alors professionnels ou un bac général. 17% CAP BEP et 12% des BTS ou des DUT. Concernant cette certification, nous sommes à 95% de taux de réussite. Alors, ce qui nous intéresse en tant que branche professionnelle par rapport à ce que je vous ai cité en introduction, la pérennisation de l'emploi et de l'insertion. Donc, in fine, quelle est l'insertion par rapport à cette certification? Il y a 76% de personnes insérées, donc 6 mois après avoir obtenu un diplôme. Et donc, au bout de ces 6 mois, 82% exercent le métier pour lequel ils ont été formés. Et vous constaterez que 71% sont en CDI et 5% à leur compte. Et la rémunération mensuelle moyenne pour un titre à finalité professionnelle mécanicien cycle est de 1 566 €. Voilà pour notre présentation, en tout cas, et données branches. C'est très marrant parce que, c'est pas votre présentation qui est marrante. J'ai discuté du webinaire avec des collègues, des amis, et voilà, et dire voilà, je fais de la réparation de cycle pour mon prochain webinaire. On m'a dit ah c'est bien. Et autant j'ai une personne qui m'a dit je connais quelqu'un qui s'est fait former et qui a pas trouvé d'emploi sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, ce qui m'a un peu étonné. Et autant je discutais avec une collègue entre midi et 2 qui me parlait d'un magasin à Dijon qui trouvait pas de réparateur de cycle. Et du coup, je me dis, c'est un gros paradoxe des fois. Alors là, j'ajouterais par rapport à votre remarque qu'il faut quand même avoir pour les personnes une certaine mobilité aussi. L'emploi n'est pas en sortant de chez soi, voilà, parce qu'il y a quand même une concentration dans notre région de magasins sur certaines, on va dire, communes, et que si la personne est un peu excentrée, il est certain que l'emploi n'est pas toujours là où la personne est, et que la mobilité est importante. Ah, ça, c'était la discussion que j'ai eue avec la première personne qui me disait que la personne formée trouvait pas d'emploi. Mais en même temps, pour apporter un regard, il faut savoir qu'au niveau de la NFA, nous avons beaucoup de demandes d'établissements souhaitant ouvrir une certification de notre branche, tant dans la partie mécanicien cycle que la partie conseiller technique cycle, puisque vous avez vu l'engouement. On a certains secteurs dans nos domaines de certification qui sont dans les phénomènes inverses, c'est-à-dire que si je prends l'exemple du camion, on aura beaucoup de difficultés d'attractivité de personnes voulant se former dans ce domaine-là. Le cycle, c'est l'inverse.
On a beaucoup de monde, on va dire, à la porte d'entrée qui souhaite se former. Par contre, en termes d'insertion, par rapport à ce que je viens d'expliquer et par rapport aux typologies d'entreprises qui n'ont pas ou peu de salariés, et nous sommes attentifs et nous sommes plutôt à freiner les ouvertures pour s'assurer que derrière cette formation, l'emploi puisse être bien présent. Alors, tant sur la typologie d'entreprise que sur un bassin donné géographique. Ce qui est bien. De On faire est des là. entrées en adéquation avec les besoins en emploi, c'est toujours mieux que de laisser des gens. Mais c'est pour dire que, enfin, moi, sur la région, j'ai beaucoup de demandes de personnes voulant se former dans ce domaine-là. Mais voilà, comme je viens de l'expliquer, on est attentif aux besoins des entreprises. Parce que vous parliez de la typologie, d'une des typologies demandeurs d'emploi dans le cadre de POEC ou de formation conventionnée. Est-ce que vous avez des cas de reconversion professionnelle, justement, de gens qui, parce que c'est pas demandeur d'emploi forcément demandeur d'emploi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans une dynamique de reconversion et qui veulent aller sur ces formations-là aussi? Alors oui, il y a des demandes, mais elles se concrétisent pas toujours par le biais d'une formation au vu du métier. Pourquoi? Parce que quelquefois les personnes l'envisagent souvent comme une seconde activité. Et enfin après le dispositif, on va dire déjà financier pour entrer dans la formation n'est pas toujours évident pour eux. Et cette seconde activité d'auto-entrepreneur, eh bien il y a quand même un business plan à réaliser en amont pour une certaine viabilité. En effet. Mais en tous les cas, merci infiniment, Madame Manger-Vernier. Et je Je vais pas faire vais. attention s'il y avait eu des questions dans le chat, comme Bah, il y en a pas eu, puis des fois je pose des questions trop beaucoup aussi. Mais non, il y en a pas eu. Mais s'il y en a, et n'hésitez pas à relayer vos questions par le biais du chat. Je vous les donnerai tout de suite. Donc nous accueillons également. Ah, si, il y a quelqu'un qui est en train de taper une question. Donc nous accueillons également Monsieur Benoît Garnier, qui a éteint sa caméra. Ça y est, ça a dû revenir. Ouais. Et on a le son. Super. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc, comme je disais en introduction, gérant de Distribike à Beaune. Oui. Je vous remercie d'intervenir aujourd'hui. C'est pour nous parler de votre métier dans le cadre de la réparation de vélos. Et du coup, pour commencer, une question. Qui êtes-vous et quelle est votre histoire professionnelle? Pourquoi la réparation de vélos, voire la vente de vélos tout court? Oui, plutôt la vente, moi, de mon côté. Bonjour tout le monde. Alors voilà, moi je suis Benoît Garnier, donc je suis responsable du magasin Distribike à Beaune. Alors moi, mon parcours il est assez simple. On va dire que je suis tombé dans le vélo quand j'étais petit. J'ai commencé très jeune le vélo et la compétition dès l'âge de 5 ans. Voilà, donc vrai passionné de base. Et puis j'ai toujours mené ça en parallèle de mes études. Je suis allé jusqu'à un master en marketing et e-commerce. J'ai travaillé quelques temps dans ce secteur-là, dans une agence de web marketing. Et en parallèle, j'avais commencé un petit peu à développer cette activité avec mon père. On a monté un petit peu en parallèle l'activité magasin de vélo. Et il y a 8 ans, voilà, je l'ai rejoint à plein temps dans cette activité pour apporter d'autres compétences. Donc, lui aujourd'hui s'occupe vraiment de la partie atelier mécanique vélo, et moi beaucoup plus de la partie commerciale, administrative, communication. Voilà. Et Ok. les deux sont assez complémentaires et on peut pas forcément toujours les dissocier, mais c'est assez complémentaire. Parce que vous mettez aussi la main à la pâte de temps en temps Exactement, oui, tout à fait. Oui, en pleine saison, aujourd'hui, on est quand même sur une activité très, très saisonnière. Donc, en haute saison, effectivement, il y a besoin de mettre la main à la pâte. Donc, sur de la préparation de vélo, certaines réparations, quand il y a besoin, je passe du côté atelier. Parce que du coup, j'ai l'impression que les saisons s'allongent aussi. C'est un peu type printemps, mi-automne. Oui, maintenant, c'est vrai qu'avec un petit peu les changements climatiques, on a une saison qui se pousse de plus en plus jusqu'à, allez, on va dire fin septembre, début octobre. Par contre, elle a tendance aussi à démarrer un petit peu plus tard. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que la saison s'allonge, mais en tout cas, elle se décale. Généralement, on va commencer à partir de mars, si le printemps arrive de bonne heure, voire avril sur certaines saisons, et puis on va travailler très fort jusqu'à fin septembre. Et après, Mais on va être sur un léger déclin. je me dis que c'est quand même des métiers aussi pour votre papa qui ont évolué, parce qu'avec l'apparition des vélos électriques, ça a dû engendrer l'apprentissage de nouvelles technologies,
Complètement. Ah bah, le métier a profondément changé hein, depuis l'arrivée du vélo électrique notamment, même un petit peu avant ça avec l'arrivée des transmissions électriques qui ont été un peu les domaines qui ont un petit peu amené l'électronique dans le vélo. Ça a commencé par là, et puis aujourd'hui avec le vélo électrique, effectivement, c'est d'autres compétences. C'est aussi d'autres clientèles, donc il faut vraiment revoir la vision globale du vélo, quoi. Aujourd'hui, on s'adresse plus spécialement qu'à des passionnés. On a aussi une grosse demande de mobilité, voilà, avec des clients qui sont aussi peut-être un peu plus novices. Donc on a aussi un rôle un peu plus d'apprentissage, de conseil. Donc ouais, ça a bien bousculé le marché du vélo et qui s'est aussi beaucoup professionnalisé. Aujourd'hui, on s'invente pas réparateur vélo. Ça demande beaucoup de compétences et du coup, c'est vrai que l'arrivée du vélo électrique a professionnalisé la branche. Ça, c'est quand même vraiment intéressant. Peut-être faire le lien justement avec nos certifications, comme vous êtes, Monsieur Garnier, à la fois évaluateur de nos blocs de compétences, gérant, parce que pour vous, ces certifications qui sont créées par les référentiels répondent à un besoin et justement par rapport à l'évolution que vous évoquiez, est-ce que pour vous, c'est bien en phase avec ces besoins en atelier? Oui, bah c'est vrai que moi j'ai examiné à Longwy du coup les premières certifications sur mécanicien cycle. Je pense que c'est une bonne base aujourd'hui pour démarrer dans le milieu. Peut-être selon moi la partie électrique qui demanderait être un petit peu plus développée parce qu'aujourd'hui elle prend une part très importante dans les magasins. Je vous l'avais très bien dit hein, d'ailleurs sur les chiffres, aujourd'hui il se vend plus de vélos électriques dans les magasins spécialisés que du vélo traditionnel. C'est vrai que ça prend énormément de place. Mais sinon oui, c'est une très bonne base. Je pense que l'essentiel de la mécanique vélo est balayé. Après c'est peut-être aussi des fois sur le côté relationnel où il y aurait peut-être un petit peu à travailler parce que selon moi aujourd'hui un mécanicien il est un peu plus qu'un mécanicien et il a quand même un rôle de vendeur malgré tout, même si c'est un simple réglage de dérailleur, bah, ça reste une prestation qui est facturée et il faut quand même savoir l'expliquer et la vendre au client. Ça c'est ce petit point là qui peut des fois être un petit peu manquant chez les candidats, mais sinon ça reste une très bonne base. Je pense que le référentiel balaye quand même très bien tout ce qui se rapporte à la mécanique vélo. C'est assez complet. Et après, il faut être curieux, quoi. La mécanique, elle évolue sans arrêt. Hein. Même nous, on en apprend tous les jours. Donc, il faut sans arrêt se tenir informé et puis se former. Hein. C'est sans fin. Parce que j'ai failli poser une question tout à l'heure quand j'ai vu les différents types de vélos que vous présentiez dans votre présentation, Madame Manger-Vernier. Un vélo hydraulique, c'est un vélo classique ou c'est un vélo qui a quelque chose en plus? Enfin, je vois bien le côté hydraulique. C'est pour la partie freinage, hein, j'imagine. Le hydraulique, c'est pour tout ce qui est freinage. Ah d'accord, c'était des freins. Okay. Oui, en termes d'assistance, on parle du vélo électrique. Alors, j'en ai pas parlé parce que ça reste très infime, mais par exemple, au campus Guyancourt que la NFA a, nous avons des vélos hydrogène, avec station hydrogène. Ah oui, donc ça va être encore une évolution supplémentaire. Alors, ils ont été mis sur le marché, ces vélos, dans le cadre d'un J7 qui s'était passé à Biarritz il y a quelques années. Et une fois le G7 passé, on n'a pas forcément su quoi faire de cette flotte. Donc, c'est l'Institut national du cycle et motocycle qui a racheté cette flotte de vélos hydrogène, mais qui a nécessité une installation de stations hydrogène. Et au vu du coût d'une station hydrogène, il est certain que ça reste un marché de niche aujourd'hui. Mais voilà, il y a d'autres typologies qui existent en termes de vélos aujourd'hui. Mais M. Garnier est encore mieux placé que moi pour en parler. Ah, l'hydrogène, on en parle beaucoup. Après, pour le moment, c'est pas encore concret. Hein. Mais ça fait partie des choses qu'on parle depuis une dizaine d'années. Il y a pas mal d'entreprises qui sont sur le segment et qui cherchent. Mais on est encore loin de la démocratisation au grand public. Hein. Oui. Mais peut-être que dans 10 ans, je réinterviendrai, je dirais qu'on vend que des vélos à hydrogène. Hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des choses qui commencent à arriver. D'accord. Parce que moi, hydraulique, j'avais cru que c'était la fourche, mais non, c'était le freinage. Ouais, bah aussi, il y a l'hydraulique dans les suspensions. Tout à fait. Du coup, vous avez partiellement répondu à mon autre question. C'était quelle qualité, compétences fallait-il pour exercer ce type de métier? Ouais. Et du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a le côté relation client et pédagogie. Oui, bah tout à fait. Il y a cette partie-là, parce qu'aujourd'hui, on a une clientèle à la fois de passionnés experts, donc ceux-là, à la rigueur, ce besoin de pédagogie, il est un peu moins présent, mais on a une grosse clientèle aujourd'hui qui arrive avec le vélo électrique. C'est des gens qui n'ont pas fait de vélo depuis très longtemps, qui ne sont pas forcément des passionnés, mais qui ont un besoin soit de mobilité, soit de loisirs. Et effectivement, là, il y a un gros besoin de conseil et d'accompagnement.
notamment sur le vélo électrique, puisqu'on est sur quand même des produits très, très techniques et technologiques. Après, il y a quand même aussi le côté passionnel, je pense, qui est important. Même si on a une nouvelle clientèle, on a encore quand même beaucoup de clients passionnés qui aiment le vélo. Et ça, ils doivent le sentir aussi chez nous, voir qu'on aime ça, qu'on sait de quoi on parle. Même, je dirais même qu'on est pratiquant, hein, parce que c'est le meilleur moyen d'en parler, c'est aussi de pratiquer. Et puis la rigueur. Je pense qu'aujourd'hui, la rigueur, c'est indispensable dans ce métier-là. On a une mécanique qui est de plus en plus fine, de plus en plus précise. Si on prend un dérailleur, on est passé de 6-7 vitesses à quelques années à aujourd'hui 12. Donc, on ne le règle pas avec la même précision à 12 vitesses qu'un 6. donc ouais, c'est important d'être extrêmement rigoureux, quoi. Et dernière chose, je dirais curieux. Comme je disais tout à l'heure, les technologies, elles évoluent sans arrêt, elles avancent. Et voilà, il faut sans arrêt se former, s'intéresser à ce qui arrive, à ce qui va arriver aussi, pour être capable de répondre un peu à toutes les demandes. Merci. Et du coup, si vous aviez un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce secteur? Je dirais déjà de commencer par la formation, c'est très bien, c'est une bonne base. Par le passé, on n'avait pas forcément la chance d'avoir ces formations-là, hein. C'est assez récent, à Longwy, ça fait 1 an, je crois, 1 an et demi, c'est en place. Donc avant, c'est vrai qu'il y avait assez peu de... Il y avait assez peu de possibilités. Si on voulait faire ça, c'est soit on allait sur une grande ville qui proposait cette certification-là, soit on se lançait comme ça, quoi. On se formait en autodidacte et puis on y allait. Aujourd'hui, je pense que c'est bien de passer par une formation. Je dis toujours, on n'a pas d'obligation d'avoir un diplôme pour être mécanicien vélo, mais il va le devenir, on va dire de manière informelle. Aujourd'hui, pour entrer dans un magasin de vélo spécialisé, d'autant plus, si vous n'avez pas ce diplôme-là, ça va être un petit peu plus difficile, quoi. Il va vraiment devenir, je pense, le ticket d'entrée pour entrer, parce qu'il va justifier quand même d'une base technique assez solide. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, les personnes peuvent bricoler, on va dire, leur vélo personnel en se disant, oui, pourquoi pas faire ce métier? Mais sauf que, comme le souligne M. Garnier, il y a une telle technicité aujourd'hui au niveau des vélos que si on n'a pas la règle de l'art, le bricolage chez soi ne suffit pas. Il faut ces fondamentaux. Parce qu'il y a une méthodologie, il y a une analyse qui est essentielle aujourd'hui à connaître pour vraiment être performant par rapport à ce que aujourd'hui nos entreprises attendent au niveau de la personne. Alors la passion, ça sera je dirais une des premières motivations, mais quelquefois elle ne suffit pas à se confirmer en tout cas dans le métier. Parce que justement, les personnes n'ont pas toujours le regard sur cet attendu professionnel qui est demandé en atelier et en magasin. Ça peut quelquefois créer un décalage. On pense être passionné, mais de là en faire un métier, c'est pas toujours voie gagnante pour tous les candidats. Oui, complètement. Là, je suis entièrement d'accord. On voit souvent de nombreux candidats qui sont passionnés par le vélo, mais finalement, est-ce qu'ils sont réellement intéressés et passionnés par la mécanique vélo? Des fois, il y a un monde, quoi. Et puis effectivement, le niveau d'exigence qui est attendu, hein, de plus en plus, il faut être rigoureux, et on demande un travail de plus en plus précis et bien fini. Et ça, des fois, ça crée un décalage. Et pour en revenir au diplôme, le diplôme est obligatoire il y a quelques années. Pour être mécanicien cycle, il y avait une obligation d'avoir ce diplôme-là. Ils l'ont supprimé pour ouvrir le marché. Et finalement, ça a presque eu l'effet inverse, puisque formation non diplômante, beaucoup de gens du coup n'y vont pas, quoi. Donc je pense que c'est bien qu'on revienne justement à cette voie-là de j'ai un diplôme pour exercer un métier. Ça crédibilise la profession. Je pense que n'importe quel professionnel sera d'accord pour dire que c'est très bien qu'aujourd'hui on remette en place ces voies-là et qu'on redonne un vrai sens et un vrai titre au métier de mécanicien vélo. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, pour le coup. Super. Non, mais c'est pas d'avoir une potence et puis de regresser ça... Et j'ai oublié mes mots. Ou de changer une roue qui fait de nous un mécanicien vélo. Si vous dites qu'on a quelque chose à 12 vitesses en termes de réglage ou d'électrique derrière ou d'hydraulique, ça n'implique pas les mêmes choses. C'est sûr. Et on n'a pas non plus parlé au niveau des langues, parce qu'il faut aussi quand même avoir des notions d'anglais, car lorsque le mécanicien peut être en peine au niveau d'une panne ou d'une donnée technique, il doit aller chercher sa documentation, et aujourd'hui presque tout est en anglais. Oui, donc il faut aussi voir cette appétence-là et pas être freiné par rapport aux langues, parce que l'anglais est un usage courant en termes de vocabulaire professionnel auprès des fournisseurs. Oui, il y a énormément de vocabulaire qui sont rentrés dans le domaine commun, mais qui sont des termes anglais, hein, donc faut les comprendre, quoi. Donc un métier très complet. Tout à fait. Avec une appétence pour les langues.
C'est ça. Bon, en tous les cas, merci beaucoup à vous deux et à Madame Jackson, qui n'est pas montée sur scène parce que Madame Manger-Vernier a été très complète dans la présentation. Et je vous remercie tous les trois d'avoir répondu présents aujourd'hui. Donc, vous retrouverez bientôt le replay de ce webinaire en ligne. Il y a une question quand même, c'était était-il possible de bénéficier des éléments utilisés dans votre présentation, Madame Manger-Vernier? Certaines statistiques très pertinentes notamment. Enfin, après, vous pourrez me faire passer lesquelles, hein, je relayerai. De toute Certaines sont façon, sur l'Observatoire du cycle, mais pas toutes. alors ça, c'est pas l'observatoire du cycle, c'est l'observatoire de l'ANFA. Donc c'est différent. Il faut aller sur le site de la Des- NFA et vous aurez beaucoup Mais plus pour les d'informations. personnes qui souhaitent la map, même si vous n'avez pas l'outil et la licence My Manager, je vais vous l'envoyer de telle façon que tout est déployable. Merci infiniment. Et encore merci à vous trois. Et Est-ce que je peux juste rajouter une petite chose? Est-ce qu'on a le temps ou pas? allez-y. Bon, on a le temps. On a dépassé, Moi, mais on a le temps. c'était par rapport au recrutement dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, on a parlé de passion, on a parlé de gens qui pouvaient avoir effectivement des appétences pour les langues, pour ces fameuses bibles techniques. Je rajouterais dans l'anglais le fait de pouvoir accueillir des étrangers, des touristes. Et ça, Monsieur Garnier va pas dire le contraire vu l'emplacement où il est. Tout à Il y a fait. beaucoup de passages de touristes, donc et on n'est jamais à l'abri d'un souci mécanique. Donc C'est vrai. effectivement, étendre les compétences là-dessus aussi, sur l'accueil du client, bien évidemment, ne pas avoir peur de prendre la parole auprès d'un client, parce que forcément, Monsieur Garnier l'a un petit peu souligné, lorsqu'on va questionner son client sur son vélo, à un moment donné, il faut qu'on ait des échanges, il faut qu'on ait un certain nombre de questions qui puissent amener à définir. Déjà, c'est déjà commencer à comprendre d'où vient le problème quand le client, l'utilisateur nous annonce sa panne. Donc là, voilà, ce côté savoir prendre la parole auprès de quelqu'un d'inconnu, ça a son importance aussi. Et puis, moi, sur le recrutement, j'amènerais quand même quelque chose aussi un petit peu sur le fait que post troisième, oui, pas de prérequis, évidemment, on l'a dit, n'importe qui peut venir. Pour autant, moi, je sais que sur le recrutement, je cherche toujours à savoir un petit peu le projet du jeune, parce que un jeune de 15 ans, une formation d'1 an, on sait très bien qu'il n'est pas employable à 16 ans. Donc moi j'essaye toujours de faire coupler cette formation avec une autre formation. Donc essayer de diriger les jeunes, quand il s'agit de jeunes, bien évidemment, là je fais vraiment ce focus là-dessus, soit de dire ok, qu'est-ce qui te plaît, c'est plutôt d'être au contact du client, de vendre et de parler technique, auquel cas un CAP ou un bac commerce peut être complémentaire. Alors j'irai pas jusqu'au master de Monsieur Garnier, mais voilà, c'est au moins un minimum dans ce domaine-là. Ou alors carrément, est-ce que on l'a vu, nous à Mâcon, on a un jeune, sur chaque année on a eu des jeunes compétiteurs. Est-ce que c'est plutôt effectivement l'encadrement pour devenir peut-être entraîneur ou moniteur, ou ce côté plus sportif, et auquel cas les orienter vers des formations d'encadrement du style BPGEPS ou choses comme ça. Donc toujours une espèce de vision un petit peu plus large de à quoi va servir cette formation, et avec quoi on peut la compléter pour avoir vraiment un métier dans les mains. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ce qui va être ajouté. J'ai exactement le même raisonnement. En fait, c'est vrai qu'un jeune à 16 ans, il peut aimer le vélo, mais il faut voir un peu plus loin et plus tard. Et si un jour il veut se reformer sur quelque chose, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu léger comme bagage pour rentrer après sur d'autres formations. Donc c'est vrai que quand on peut aller un peu plus loin, c'est bien de le faire, quoi. Et puis on n'est pas abri qu'en cours de route, il se rende compte aussi que la formation ne lui plaît pas, que la mécanique vélo c'est pas pour lui. Et à 15 ans, quand on n'a pas de brevet et qu'on n'a pas le diplôme de mécanicien vélo, qu'est-ce qu'on va faire dans la foulée? C'est toujours un peu délicat, quoi, ce profil-là. C'est ça. Et c'est vrai que même si, alors tout à l'heure je disais une formation d'1 an, alors effectivement si on pousse après sur le technicien vendeur, ça fait 2 ans, mais pour autant, comme ce sont des formations qui sont très techniques
et pour lesquels on a abandonné tout ce qui était alors français, histoire géo ou autre. Moi, souvent, je dis aux jeunes, je dis va déjà faire un BPGEPS ou va déjà faire un CAP ou un bac en vente et après tu reviens sur le technicien cycle de manière à ne pas avoir de cassure sur les enseignements généraux parce que se remettre, alors si déjà à 15 ans il n'est pas très très fort scolairement parlant et que derrière il revient dans le système scolaire au bout d'un an ou deux, c'est pas gagné quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Hein. Pour moi, le niveau bac, ça serait presque un prérequis qu'il faudrait avoir, notamment sur la culture générale, de l'orthographe, etc. Il y a des métiers où même si on est un technicien, on a besoin d'écrire un ordre de réparation, un mail à un client, etc. Et on voit que des fois, il y a quand même des lacunes de ce point de vue-là. Donc, quand ils peuvent aller au moins sur un bac pro vente, par exemple, je trouve que c'est souvent le bon complément. C'est plutôt bien, mais c'est pas toujours facile à faire entendre. Hein. On a régulièrement des demandes. Je crois qu'on sait de qui on parle. Oui, et puis c'est vrai que nous, moi en magasin, personnellement, on a régulièrement des demandes, mais c'est toujours les mêmes profils. C'est des élèves qui sont en 3e ou des fois en seconde, et en fait, c'est en décrochage scolaire, et du coup, on dit il aime le vélo, on va le mettre là-dedans. Mais ça veut pas dire que parce qu'il aime le vélo, ça fera un bon mécanicien et que potentiellement, ça fera un métier qui va lui plaire. Et c'est là où je pense qu'il faut faire très attention, et je trouve que effectivement, d'essayer de les faire aller au moins jusqu'au bac, c'est quand même pas inintéressant. Mais c'est souvent, hein, même sur les autres métiers de la branche, entre celui qui aime bricoler son scooter, de là à devenir mécanicien moto, c'est pareil. Il y a un gap. Là, c'est pareil. Celui qui va faire du vélo, qui sait changer un pneu, ok, mais c'est pas pour autant qu'il sera un bon technicien vélo derrière. Et, voilà. Il faut bien différencier ça lors de nos recrutements, de toute façon. Mais du coup, pour les jeunes ou les moins jeunes, c'est peut-être la même ligne à suivre. Hein. C'est vraiment un mode projet, du coup. Complètement. Projet dans son ensemble. Oui, voilà. Je suis d'accord. Bien compris, bien saisi. Et du coup, envisageons ce titre aussi dans cette globalité du projet. Voilà. Merci infiniment à tous les trois et comme je vous disais précédemment, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à bientôt pour notre prochain webinaire qui sera une rencontre autour des métiers du déchet. Très bien. Voilà. Merci. C'était éclectique. Bon après-midi. Bonne journée. Bonne journée. Merci, Au revoir. Au revoir.